Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour notre première conférence de presse de rentrée. J'espère que vous avez tous eu l'occasion de bien recharger vos batteries. La rentrée, comme vous avez pu le constater, a démarré pour nous il y a déjà bien longtemps et sur les chapeaux de roue. J'y reviendrai, le discours du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au cours de la fête nationale de l'indépendance, l'émission Face à la Nation, qui constituait une grande première au Gabon, et le déplacement du chef de l'État en République populaire de Chine. Je commencerai d'ailleurs par ce dernier point. Du 1er au 6 septembre, le président Ali Bongo Ondimba était en visite officielle en Chine. À cette occasion, il s'est entretenu en tête-à-tête avec le président Xi Jinping et a participé à la 3e édition du Forum sur la coopération sino-africaine. Ça a été également l'occasion pour le chef de l'État de mettre à profit ce déplacement dans l'Empire du Milieu pour rencontrer les investisseurs et les hommes d'affaires. Il était question de présenter les opportunités d'investissement qu'offre l'économie gabonaise, qui connaît, vous le savez tous, un changement en profondeur avec le développement de sa diversification et de son industrialisation par la transformation locale des matières premières. Voilà donc pour le programme. Maintenant, quels ont été les premiers résultats de tout cela? Vous le savez, la Chine est connue pour son respect à l'égard de ses partenaires et aussi pour son sens du concret. En clair, avec la Chine, c'est la garantie d'un partenariat gagnant-gagnant basé sur les actes et les résultats. Du concret, justement, il y en a eu avec la signature de 3 conventions. La première concerne l'accord de coopération économique et technique entre la République gabonaise et le gouvernement de la République populaire de Chine, qui permettra à la Chine d'apporter une assistance financière au Gabon pour la réalisation de plusieurs projets. Le second porte sur l'accord entre la République gabonaise et le gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter la double imposition et donc de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Enfin, la dernière convention a trait au mémorandum d'entente entre la République gabonaise et le gouvernement de la République populaire de Chine dans le cadre de la construction conjointe de la ceinture économique de la route et de la soie maritime du XXIe siècle. Du concret encore, il y en a eu avec l'octroi par la Chine d'un don sans contrepartie pour l'accord de coopération économique et technique d'un montant de 100 millions de yuan RMB, soit environ 8 milliards de francs CFA, qui sera alloué au projet défini par la partie gabonaise. Du concret, encore et toujours, avec la promesse d'un surcroît d'investissement chinois au Gabon. Enfin, je terminerai sur ce déplacement en Chine en citant les propos du président Xi Jinping dans son discours d'ouverture du FOCAC, où il disait, je cite, « Pour ce qui concerne les relations Chine-Afrique, la Chine tient à donner plus et à prendre moins, à donner avant de prendre et à donner sans rien demander en retour. » Maintenant, si vous le voulez bien, les questions domestiques. Je commencerai par le discours du chef de l'État à l'occasion de la fête nationale du 17 août dernier. Celui-ci, vous avez pu l'observer, a été très riche en informations. Mais ce qui a retenu à juste titre l'attention, c'est l'annonce d'une grande réforme du secteur de l'éducation par la mise en place d'une task force. Pour le Gabon, notre pays, c'est fondamental, et à plus d'un titre, comme l'a souligné le président Ali Bongo Ondimba. D'abord, en raison du sujet lui-même, l'éducation. Il en va de l'avenir de nos enfants, comme de notre avenir collectif en tant que nation. Et en ce début de XXIe siècle, il est utile de rappeler que la force d'un pays, d'une nation, repose avant tout sur la qualité de ses ressources humaines. Ensuite, si cette réforme à venir est importante, c'est en raison de son ambition. L'idée n'est pas de se contenter de faire des petits pas, du cosmétique, du paramétrique, mais de faire des réformes en profondeur, du structurel. Aux petites évolutions, nous préférons une transformation. Enfin, sans être exhaustif, l'idée n'est pas ici de faire pour faire, mais comme il s'est agi en matière de finances publiques, de faire pour obtenir des résultats, et changer de paradigme, changer de braquet, c'est-à-dire engager des ruptures pour tendre vers des modèles innovants, des modèles en phase avec les enjeux actuels,
et qui permettent de répondre aux défis de l'heure. Renforcer l'égalité des chances dès l'école primaire, car c'est là que tout se joue. Renforcer l'adéquation entre l'offre d'éducation et les besoins sur le marché du travail. Il faut cesser de former un trop grand nombre d'étudiants dans des filières où il n'y a pas de débouchés. Il a évoqué les filières littéraires, les humanités. Il faut privilégier les filières techniques, scientifiques et surtout l'apprentissage. Bref, du primaire au supérieur, sur tous les aspects. Au final, comme je vous le disais, c'est une réforme globale de notre système éducatif qui doit voir le jour. Pour ce faire, les principaux acteurs concernés ont été réunis, syndicats, parents d'élèves, administratifs, responsables institutionnels et d'autres pour dégager rapidement des mesures fortes et applicables. Par ailleurs, et vous vous en êtes sûrement rendu compte, en regardant le 30 août dernier l'émission Face à la Nation, vous l'avez tous noté, car vous êtes des professionnels des médias, d'une grande première au Gabon. Sur la forme, cet exercice de transparence et de pédagogie était intéressant. Non seulement il a permis au président de répondre directement aux questions de certains de ses concitoyens, qui ont pu, par cette occasion, lui faire part de leurs préoccupations les plus concrètes, les plus immédiates et les plus quotidiennes. Mais ça lui a surtout donné l'occasion de s'exprimer sur les questions de l'heure et de donner son avis, de présenter sa vision et de présenter quelles sont ses positions. Parmi celles-ci, justement, il a été longuement question de sécurité. La sécurité qui est la première des libertés, comme l'a rappelé le philosophe Thomas Hobbes. Je voudrais ici rétablir quelques vérités, sans minorer les problèmes, car à l'heure du tout-info et des réseaux sociaux, la couverture médiatique importante dont bénéficient les faits divers ont parfois sur nous un effet anxiogène. Je veux le redire ici, comme c'est le cas dans de nombreux autres pays, l'insécurité constitue un problème réel et sérieux au Gabon. Nous conviendrons du fait qu'il faut apporter des réponses urgentes, à la fois dans la prévention et la réaction à ces différentes infractions. Mais comme le dit le président Ali Bongo Ondimba, un seul délit de commis, c'est déjà un délit de trop. Un seul crime, c'est un crime de trop. C'est pourquoi le chef de l'État, lors de l'émission Face à la Nation, a fait plusieurs annonces pour renforcer la sécurité de nos concitoyens. C'est le cas notamment du renforcement des dispositifs de sécurité, par un déploiement efficace des équipes de patrouille dans les quartiers, c'est-à-dire les ruelles, nos quartiers, pour plus de proximité avec les riverains et une meilleure dissuasion. Il s'agit également de la mise en place de moyens technologiques, en l'occurrence des caméras de surveillance, permettant d'identifier les auteurs des infractions et facilitant des interventions rapides des forces de sécurité. En pratique, il ne doit pas y avoir d'impunité pour les ennemis de la sécurité. Ce sont les criminels et les délinquants qui doivent se sentir en insécurité, et non les honnêtes citoyens. Durant la mission Face à la Nation, il a aussi été question de logement. Ce volet est l'une des priorités du plan de relance de l'économie, qui a été mis en place par le gouvernement. Le président de la République estime que les Gabonais attendent avant tout des terrains disponibles, avec des titres fonciers, pour pouvoir construire eux-mêmes dans de bonnes conditions. Le rôle de l'État, c'est donc de s'assurer que les règles d'urbanisme soient respectées, afin de favoriser un cadre de vie agréable et décent. Le système financier doit faciliter l'accès des particuliers au crédit et de facto faciliter l'accession à la propriété. Notons que les conseils municipaux de Libreville et Akanda, majorité et opposition confondues, ont adopté à l'unanimité un schéma directeur d'aménagement urbain du Grand Libreville, qui va enfin poser des règles claires sur où et comment doivent se développer nos quartiers et notre habitat. D'une manière plus générale, cette émission Face à la Nation a été l'occasion, je le redis, pour nos compatriotes d'évoquer leurs préoccupations au quotidien. Des préoccupations auxquelles vous vous en souviendrez, le président Ali Bongo Ondimba avait consacré l'ensemble de son discours du 31 décembre dernier.
Ceci m'amène à faire le point sur la mise en œuvre des mesures prioritaires énoncées à ce moment-là. Il s'agit notamment, en matière d'éducation, de redire que 471 salles de classe ont été rénovées. Le restant le sera dans le cadre de l'appel d'offres qui a vu des entreprises locales bénéficier de nombreux lots. Aussi, près de 80 000 tables bancs ont été livrés dans les établissements scolaires des 9 provinces du pays. Et la construction des 106 salles informatiques dans les écoles du secondaire a déjà démarré, sachant que les 3 000 ordinateurs prévus dans le cadre de cette mesure ont été réceptionnés. En matière de santé, la gratuité des accouchements a bénéficié à plus de 14 000 femmes. Et nous notons l'arrivée récente des premières cliniques mobiles. Au nombre de 4, celles-ci seront déployées rapidement dans 4 provinces où la couverture sanitaire est la moins importante. Il s'agit notamment de la Nyanga, l'Ingougné, l'Ogooué-Vindo et le Haut-Ogooué. Les prochaines semaines verront la livraison d'autres dispositifs du même type dans les 5 autres provinces. Pour ce qui concerne l'accès à l'eau, l'installation des pompes hydrauliques dans nos villages connaît des avancées, avec la phase de sondage déjà lancée pour identifier les zones où la présence de l'eau est effective. Rappelons qu'il s'agit d'une mesure particulièrement longue à mettre en œuvre, avec les étapes de sondage et de vérification de la qualité de l'eau qui précèdent l'installation des dispositifs. En matière d'éclairage, ce sont 1801 lampadaires qui sont déjà installés. Et chaque jour, les équipes sont à pied d'œuvre pour accélérer l'installation des autres dispositifs prévus dans le cadre de cette importante mesure. S'agissant du Fonds d'initiative départementale, FID, une première mission a permis de sensibiliser les membres des comités de pilotage des provinces sur les types de projets éligibles. Sous peu, une seconde mission procédera au contrôle et à la vérification de l'éligibilité des projets proposés par les autorités locales des provinces et des départements avant leur mise en œuvre rapide. Je le rappelle, ces mesures prioritaires visent à obtenir des résultats rapides dans des domaines particulièrement importants pour nos concitoyens. Leur impact, leur efficacité doivent être immédiats. Ces mesures sont tout aussi capitales que celles que nous conduisons en matière d'assainissement des finances publiques et d'éducation. Car notre objectif est double. Nous cherchons à la fois à avoir des résultats rapides pour soulager, faciliter la vie de nos concitoyens et obtenir des résultats durables par des réformes structurelles de ce type. Reste maintenant à aborder ce qui constituera, à n'en point douter, la grande actualité des semaines à venir dans notre pays, les élections législatives et locales. Sur ces points, la position du chef de l'État est claire. Elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Ces élections doivent se dérouler de la manière la plus transparente qui soit et dans le respect des règles qui s'imposent à ces scrutins. Pour son Excellence Ali Bongo Ondimba, ces élections sont l'occasion d'impulser un changement dans la vie politique du pays à travers le renouvellement de sa classe politique. Voilà, pour ce propos liminaire très dense, rentrée oblige, je suis maintenant heureux de pouvoir répondre à vos différentes questions. Je vous remercie. Merci, monsieur le porte-parole. La lettre du continent, dans sa dernière parution, fait état d'un certain nombre d'allégations, notamment le départ du directeur de cabinet actuel et du Premier ministre, ainsi que de la formation d'un nouveau gouvernement, mais aussi la situation du SAMU social. Sachant cet organe suffisamment introduit, au vu de tout cela, à quoi exactement doit-on s'en tenir? C'est ma première question. La seconde, en ce qui concerne le secteur éducation, beaucoup de spéculations vont bon train sur un éventuel report de la rentrée des classes dû au fait des élections législatives et locales à venir. Peut-on en être éclairé là-dessus? Merci. Je vais peut-être commencer par la rentrée des classes. Il est prévu, bien évidemment, qu'il y ait une rentrée des classes qui se tienne. Et à ce jour, il n'y a aucune information qui peut laisser croire qu'il y aura un report de la rentrée des classes. Et ceci pour deux raisons. La rentrée des classes est un moment administratif tout à fait normal. Les élections politiques
et municipal ne concerne pas que les apprenants et que la communauté scolaire. Nous devons pouvoir, dans notre pays, continuer d'avoir une vie tout à fait normale et continuer de vivre ces moments démocratiques intenses que peuvent être les élections sans que cela vienne perturber les différents calendriers, qu'ils soient administratifs, institutionnels ou autres. Et donc, à part s'il y a des changements, mais à ce jour, ni le gouvernement ni aucun officiel n'a communiqué sur un éventuel changement ou une éventuelle modification du calendrier scolaire. Donc, à ce stade, il faudra donc s'en tenir à une rentrée des classes dans les termes et aux dates habituelles. Pour ce qui concerne la première question, il faut juste noter qu'un certain nombre de médias se livrent à ce que j'appellerais de la politique fiction. Alors, étant moi-même un grand amateur de science-fiction, je peux arriver à constater la très grande créativité, l'imagination, et souvent les schémas très élaborés qu'ils peuvent arriver à décrire. Mais tout cela, bien évidemment, est élaboré à près de 7000 km d'ici, avec toujours la précision la plus chirurgicale. Sommes toujours dans à peu près le même registre, celui de la réprobation, celui de la description la plus fantasmagorique possible. Alors, laissons à chacun la possibilité d'exprimer sa créativité et son imagination. Je pense que dans un passé récent, et tous ceux qui ont pu faire l'objet d'une couverture de ces médias ont très bien pu démontrer à quel point un certain nombre de libertés étaient prises avec la réalité par ces médias. Maintenant, il faut aussi que chacun puisse savoir qu'il y a une multitude de sources d'informations. On ne peut pas, de manière récurrente, constater que des personnes qui vivent à plus de 7000 km arrivent à informer des Gabonais qui sont sur le même territoire de choses qui, très régulièrement, ne sont pas vraies. Je peux vous le dire avec le sourire, ayant moi-même fait l'objet d'une description par un de ces médias, et puis d'autres encore, je me redécouvre à chaque fois. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai plaisir à les lire, surtout avant de me coucher, ça me permet de faire de très beaux rêves. Voilà. Monsieur Monjo. Bonjour, monsieur le porte-parole. Alors, je vais aborder une première question relative à l'insécurité. Alors, le chef de l'État a parlé d'une nouvelle approche qui consisterait à effectuer une sécurité rapprochée pour des populations qui, en ce moment, en souffrent énormément, compte tenu de la flambée de braquage, et ainsi de suite, dans notre pays. Est-ce qu'il y a eu un bilan en termes de chiffres effectués depuis que l'État, j'ai envie de dire, les responsables des corps ont décidé que la gendarmerie, les agents de la gendarmerie, de la police, puissent avoir des postes au carrefour pour la sécurité des compatriotes. Depuis 2009, ces mêmes postes sont là. Est-ce qu'il y a un bilan chiffré pour qu'on ait une idée de la raison d'être de ces postes dans des carrefours? Première question. Deuxième question, il se dit, encore que là, je ne sais pas si c'est de l'imagination, mais il se dit dans la toile que compte tenu de la crise financière que traverse le pays, les élections jumelées qui s'organisent devraient en principe être soutenues financièrement par, j'ai envie de dire, de la fausse monnaie venant de la Chine. Alors, ce sont des informations que nous voyons circuler sur la toile. On aimerait avoir une idée si c'est sur la fausse monnaie que va devoir compter l'État pour organiser ces élections. Je voudrais compléter la première question de mon confrère
sur les questions de sécurité. Moi, je voudrais revenir un peu sur l'univers carcéral. Il se dit, ça et là, et ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont nous le démentir ou le démontrer. Nous tous, on sait que la population carcérale au niveau de la prison centrale de Libreville est, disons, saturée. Jusqu'à là, on ne sait pas ce que le gouvernement, ou du moins le président de la République, dit là-dessus pour justement déconcentrer cette forte population carcérale et redire un peu sur les arrestations des braqueurs qui, arrêtés aujourd'hui, demain sont libérés. Qu'est-ce que le chef de l'État pense de cette situation qui favorise de plus en plus l'insécurité au niveau de la population? Merci. Vous revenez sur un sujet particulièrement préoccupant pour les Gabonaises et les Gabonais. Il s'agit de l'insécurité. Et votre question, à la fois multiforme, puisqu'elle pose la question de l'utilisation des forces de défense et de sécurité, de leur déploiement, leur disposition sur le territoire national. Il faut dire une chose et il faut le reconnaître. Le phénomène de l'insécurité, comme je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, est un phénomène que tout le monde combat, dans tous les pays, des plus développés aux pays en développement. Il s'agit d'une bataille de tous les instants. Il s'agit aussi d'un engagement, celui que les forces de défense et de sécurité ont pris. Mais il s'agit aussi de dire que c'est un combat qui ne s'arrête jamais. Le chef de l'État a régulièrement évoqué ces questions, lui-même. C'est un sujet qu'il suit lui-même, sur lesquels il y a des rapports. Et oui, la tendance est difficile à inverser. Oui, des efforts sont faits. Je vous ai reparlé de la stratégie qui a été évoquée, notamment par le chef de l'État au cours de l'émission Face à la Nation. Réinvestir la proximité. Peut-être être un peu moins dans le contrôle autoroutier, mais être peut-être plus dans les quartiers. Mais il s'agit d'un travail global. On a travaillé sur certaines choses. Il y a bien évidemment les moyens, mais il y a aussi le fait que cette criminalité est elle aussi de plus en plus impressionnante. Est-elle plus importante qu'avant ? Difficile à dire, puisque en réalité, l'écho que donnent les médias est de plus en plus important. On ne peut pas dire non plus qu'elle a reculé, mais l'on peut dire que tout le monde est clairement sur le terrain. Sur la question des postes dans les carrefours, la vérité de 2009 n'est pas la vérité de 2018. Rien n'empêche de revoir le dispositif. Rien n'empêche de chercher de nouvelles solutions par rapport à des criminels, par rapport à des délinquants qui, tous les jours, font preuve d'imagination. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous allez déployer une patrouille dans tel quartier, vous êtes sûr qu'ils vont se déployer dans tel autre quartier. Nous l'avons vu. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour baisser les bras ? Pas du tout. Le chef de l'État, très clairement, a demandé à tous les responsables, tous les commandants en chef, à la fois de la police, de la gendarmerie, de redoubler de moyens opérationnels. Mais il faut aussi le dire parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Les agents des forces de défense et de sécurité obtiennent des résultats. Ils arrêtent des gens. Ils arrêtent la plupart du temps ceux qui ont commis des crimes. On l'a vu encore récemment. Donc ça veut dire qu'il ne reste pas les bras ballants à ne rien faire. Ils obtiennent des résultats. Simplement, c'est une course effrénée. Et ça, chacun doit le savoir. Chacun doit être aux côtés des forces de défense et de sécurité pour les aider dans leur mission sur le terrain, parce que ce n'est pas une mission facile. Il y a le renseignement, mais il y a aussi la vigilance des citoyens qui, quand ils voient des actes commis dans leur voisinage, doivent pouvoir alerter, indiquer tout de suite
Il ne s'agit pas de mettre en place je ne sais quelle milice et se faire justice soi-même. Nous disons, faites appel aux forces de défense et de sécurité. Soyez vigilants. Mais il faut se tenir aux côtés des forces de défense et de sécurité. Sur la question de l'univers carcéral, bien évidemment, c'est une question préoccupante. Qui peut se satisfaire de l'état de nos prisons? Parce que il est très clair dans l'esprit du chef de l'État que la prison, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir réhabiliter les personnes qui sont passées en prison et les réinsérer dans la vie normale. Et donc, la situation de l'univers carcéral, c'est une situation préoccupante. Mais au tout début du mandat, il y avait eu des réflexions sur la mise en place d'une nouvelle prison. Des études et des travaux avaient été engagés de mémoire un coltan. Il a fallu faire des choix. Mais ces projets sont toujours d'actualité. Bien évidemment, il y a une surpopulation carcérale, mais c'est quelque chose sur lequel le gouvernement aussi devra proposer un plan. Mais encore une fois, il faut avoir le sens des priorités. C'est important, mais le gouvernement a choisi d'avancer pas à pas, avec méthode, pour résoudre le problème. Mais ça ne se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Mais bien évidemment, le chef de l'État suit ce type de questions. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire que je réponde à la deuxième question, tellement elle est loufoque. Vraiment, excusez-moi, de la fausse monnaie venant de Chine. Non. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Non, ça n'est pas vrai. Non, tout ça est totalement risible. Ne perdons pas de temps sur ce genre de choses. Je vous en conjure. Donc, vous pourrez noter que je dément formellement. Et, tout cela a bien été les élections, le matériel électoral, tout ce qui concerne l'organisation des élections, vous avez pu le voir dans la presse récemment, tout le matériel est là, tout est fait et tout est mis en place pour que tout cela se passe très bien. D'accord ? Maintenant, je ne sais pas où irait... Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un Monopoly chinois, j'en sais rien. Une dame, peut-être ? Vous avez annoncé lors de votre propos liminaire qu'il y avait déjà des assises concernant la task force de l'éducation. Alors, lors de la task force de l'économie, il y avait effectivement des grandes réformes qui ont été engagées et qui ont été appliquées dans l'immédiat. Et je pense que si on se base sur le discours du chef de l'État, ce sera à peu près dans la même ambiance, c'est-à-dire l'application dans l'immédiat des réformes, des fortes réformes de l'éducation. Alors, à quelques semaines de la rentrée scolaire, peut-on espérer, bien que ces réformes ne sont pas encore connues, mais si on va dans l'esprit de l'applicabilité dans l'immédiat de ces réformes fortes de l'éducation, peut-on espérer avoir quand même certaines réformes mises en place lors de cette rentrée académique? C'est le principe même des task force. Être efficace, être concret, mais aussi des réformes durables, c'est-à-dire du structurel, de l'immédiat. Et donc, oui, on peut s'attendre, c'est le souhait, c'est l'instruction qui a été donnée par le chef de l'État, c'est que les réformes soient mises en place le plus rapidement possible, c'est-à-dire au cours de l'année académique à venir. Dès la rentrée, il faut encore attendre que l'ensemble de ces réformes ait été dévoilé, mais il est évident qu'il ne s'agit pas d'annoncer aujourd'hui des choses qui vont avoir lieu dans un an. Il s'agit d'annoncer aujourd'hui des choses qui auront lieu dans 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Donc oui, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas à la fois faire un diagnostic aussi alarmant que celui qu'a fait le chef de l'État et dans le même temps se dire que nous avons le temps. Il y a urgence.
Il y a urgence à réformer notre système éducatif. Il y a urgence à réintroduire à la fois de l'efficacité, de l'excellence, du lien avec l'employabilité. Il y a urgence à réorienter la formation. Il y a urgence à mettre au premier plan la formation professionnelle. Il y a urgence à améliorer également la qualité de la formation, réfléchir sur la qualité de la formation des maîtres, des apprenants, revoir l'ensemble du dispositif. Donc cette urgence-là, par définition, ne peut pas attendre. J'ai une question assez simple, c'est de savoir si les apprenants ayant eu le bac session 2017-2018, on parle des apprenants tous dans l'ensemble, donc on va dire les admissibles et les admis d'office, donc si tous entreront en possession des bourses scolaires, parce que selon toujours une rumeur, seuls les élèves ayant eu le bac d'office devront bénéficier donc de ces bourses. Et puis la deuxième question, toujours dans le volet éducation, lors de son intervention face à la nation, le chef de l'État soulignait que seuls les enfants issus des familles économiquement faibles devraient désormais bénéficier des bourses. Que fait-on de ces fonctionnaires qui déjà n'arrivent pas à joindre les deux bouts par rapport aux charges et qui, dans l'ensemble, n'arrivent pas à prendre en charge aussi leurs enfants? Est-ce que vous avez pensé à ça? Merci pour ces questions. Ça me permet de revenir sur les annonces qui avaient été faites par le chef de l'État et là encore un retour sur le principe. Le principe qui a été édicté par le chef de l'État, non seulement au moment de l'émission Face à la Nation, mais également au cours de son discours du 17 août, c'était celui d'une réforme de l'attribution et de la gestion des bourses en République gabonaise. En disant, premier critère, l'orientation. C'est-à-dire qu'il faut que nous attribuons en priorité les bourses à des étudiants qui vont étudier dans des filières qui sont, j'ai envie de dire, plus en adéquation avec la vision stratégique de développement du pays. Ça, c'était un. Deuxième élément, le chef de l'État a annoncé qu'il y aurait une prise en compte du critère social, c'est-à-dire de la situation du père, du foyer, des revenus du foyer, le père ou la mère, le père et la mère. Et troisième élément, il y a aussi les notes, la qualité, d'accord, qui est aussi un élément là-dessus. Il a même évoqué l'âge également, comme étant un critère pour l'attribution des bourses. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit là aussi d'investir plus de capital public là où il y a un déficit de capital social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, fondamentalement, nous parlons d'égalité des chances. Il faut donner plus à ceux qui en ont vraiment besoin. Est-ce que ça veut dire que les autres n'en ont pas besoin ? Nous étions sur un système totalement universel, où mécaniquement, tous ceux qui avaient le bac avaient la bourse. Les chiffres sont impressionnants. Le chef de l'État a annoncé des chiffres impressionnants. Plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Pour quel résultat ? Pour quel résultat ? Là aussi, c'est une logique d'efficacité. Et donc, il ne s'agira pas uniquement des Gabonais économiquement faibles, mais il faut attendre les résultats des propositions de la task force qui reviendront dans le détail sur les taux et les indicateurs précis pour la prise en charge ou pour l'attribution des uns et des autres. Mais la distinction ne se fera pas pour écarter tel ou tel segment de la population ou pour écarter des fonctionnaires, ce ne sera pas là-dessus. Je rappelle également que ce type de système existe dans d'autres pays, mais il s'agit aussi d'une recherche absolue d'efficacité. Et c'est cela qui est au cœur de la réforme du système de l'éducation au Gabon. Pour la session 2017-2018, il va falloir attendre les résultats de la task force
il faut aussi que chacun comprenne une chose, c'est que nous devrons prendre des mesures courageuses. Nous devons prendre des mesures immédiates. Si l'on veut, tout de suite, enrayer le déclin du système éducatif gabonais. Donc des mesures vigoureuses seront prises, des mesures profondes, structurelles, mais il va falloir attendre que le rapport, je ne veux pas préempter le rapport sur les task force, mais je ne peux que vous rappeler les principes qui ont présidé au travail au sein de la task force sur l'éducation. J'espère avoir répondu. J'aimerais revenir sur l'aspect sécuritaire. Le chef de l'État l'a annoncé lors de son émission et vous l'avez réitéré ici. Je voulais savoir quel sera le modus operandi, de comment se dérouleront les choses, et savoir exactement, déployer un fort contingent dans nos quartiers, assistera-t-on à ce que l'écrivain français Victor Hugo ou certains philosophes bolcheviques disaient « justice, police partout, justice nulle part », sachant que nous ne sommes pas assez attaqués à la pauvreté qui est la cause même de cette gangrène. Ne va-t-on pas assister à... Ça ne sera pas des coups d'épée dans l'eau? Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Savoir exactement comment ça va se passer. Si nous ne sommes pas assez attaqués à la pauvreté, pouvons-nous envisager, enrayer l'insécurité? Merci beaucoup. Je vous remercie pour la question. Je pense que c'est une question profonde et qui mérite qu'on s'y attarde un court instant. Bien évidemment, le lien que l'on peut effectuer entre la paupérisation d'un certain nombre de personnes et le fait que cette paupérisation génère dans un certain nombre de zones, de territoires, un regain de violence est évident. Bien évidemment, nous devons travailler pour lutter contre la pauvreté et contre l'appauvrissement des Gabonais. C'est tout le sens de l'action de l'État. Il faut rappeler à chacun que la vocation même de l'État, c'est d'abord de servir les plus faibles. C'est d'abord de venir secourir ceux qui sont en difficulté. Ce n'est pas simplement de venir octroyer des privilèges, conforter des positions. Alors oui, la lutte contre la pauvreté, elle est au cœur du combat que mène le chef de l'État. C'est pour ça qu'un certain nombre de mesures sont prises. Mais on ne peut pas, sous prétexte de vouloir uniquement lutter contre la pauvreté, laisser proliférer la violence et le crime dans nos quartiers. Alors, nous connaissons la formule. Police partout, justice nulle part. Déjà, on va essayer d'avoir des policiers qui sont un peu plus présents pour essayer d'enrayer la criminalité. Que ne dirait-on pas si nous n'avions plus personne dans les rues? Si chacun allait comme ça et que tous les jours, dans les manchettes, nous découvrions des uns et des autres qui se seraient fait agresser, que nous dirait-on? Que l'État a abandonné les citoyens, que le chef de l'État n'est pas sensible à la situation. Alors, entre pas de police et trop de police, nous disons, mettons de la police. Je voulais savoir si le gouvernement estime que la masse salariale a été maîtrisée suite à la mise sous bond de caisse de tous les fonctionnaires. Est-ce qu'on peut avoir un audit aussi du nombre de fonctionnaires? Est-ce que tous les fonctionnaires fantômes sont éliminés? Est-ce qu'on n'a pas coupé le salaire de certains fonctionnaires qui ne sont pas, qui sont toujours présents, qui sont toujours là? Certains se plaignent qu'ils étaient simplement en vacances et qu'ils sont rentrés, ils n'avaient pas leur salaire, par exemple. Est-ce que donc la masse salariale a été maîtrisée avec cette mise sous bond de caisse ou est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres mesures à venir? Merci pour cette question qui nous permet de revenir sur l'épisode qui est toujours en cours, cette opération, ce dispositif de maîtrise de la masse salariale. Donc pour répondre à votre question, oui, nous sommes en train de maîtriser la masse salariale. Cette opération qui a permis bien évidemment de recenser les personnes présentes à leur poste et aussi par cette opération de bond de caisse qui, il faut le dire, a été... comme toujours, à cette ampleur-là, c'est une opération assez spectaculaire, fastidieuse par moment, mais on peut se dire que globalement,
l'opération est allée à son terme. Globalement, nous avons atteint un certain nombre d'objectifs. Il y a eu une communication régulière du ministère de la fonction publique, à la fois sur le nombre de dossiers qui n'avaient pas trouvé preneur. Bien évidemment, et je pense qu'encore qu'il y a à peu près 10 ou 15 jours, il y a eu une communication du ministère de la fonction publique invitant encore un certain nombre de personnes ayant des réclamations à se rapprocher soit de leur DCRH, soit de leur responsable administratif. Donc, nous n'allons pas toutes les 5 minutes pour faire plaisir, faire des audits. Le dispositif est en cours. Rassurez-vous et rassurez toutes les personnes autour de vous, très chers amis, que nous sommes sur la bonne voie et que cette réforme est menée tambour battant et que nous sommes en train d'obtenir des résultats. Maintenant, nous faisons les choses sérieusement. Le ministère de la fonction publique travaille scrupuleusement avec ses équipes pour donner les chiffres les plus fiables. Et je pense que depuis que nous faisons ce travail, il n'y a jamais eu autant de communication sur les chiffres concernant la fonction publique. Jamais il y a eu autant de précision sur le nombre de personnes qui sont venues retirer ou pas. Eh bien oui, dans tout système, même dans les sociétés les plus développées, il y a des réclamations, nous les traitons. Et c'est pour ça que nous avons une administration et qui travaille bien. Je pense que c'est aussi l'occasion de féliciter toutes les personnes, tous les personnels du ministère de la fonction publique et de l'administration en général qui ont travaillé pour beaucoup en semaine, des nuits entières pour faire en sorte que cette opération aille jusqu'à son terme. Oui, nous sommes toujours dans ce dispositif-là et je pense qu'il faut s'en féliciter parce que c'est une première en République gabonaise et que nous avons pu le mener de main de maître. Et fait 100% par des Gabonais, c'est une fierté que nous soyons capables de le faire nous-mêmes, pour nous-mêmes, avec nous-mêmes. Monsieur. Juste deux petites préoccupations. La première, le fonds d'investissement départemental. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a quelques jours, je participais à un rassemblement de l'opposition où il a été démontré que ce fonds n'avait pas sa raison d'être dans la mesure où il existe une loi sur la décentralisation et qu'il suffisait simplement de la mettre en œuvre. Alors pourquoi le chef de l'État préfère prendre le raccourci plutôt que de mettre cette mesure en œuvre? Première question. La deuxième question, c'est l'insalubrité. Vous-même, vous sillonnez la ville, vous regardez, vous constatez que vraiment, ça ne va pas. Et hier, comme par miracle, on nous apprend à travers les médias que la collecte devrait reprendre aujourd'hui. À quand la solution définitive? Sur le FID, le dispositif, tel qu'il a été annoncé dans le cadre des mesures prioritaires le 31 décembre, n'est pas exclusif de la mise en application des politiques publiques, qui continuent leur vie. Il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites déjà, mais le processus de décentralisation est un processus complexe et long, qui passe par un cadre législatif qui a été mis en place, qui doit être appliqué, et sur lequel, là aussi, le chef de l'État a donné des gages à plusieurs reprises, insistant sur sa volonté de voir se développer les départements, voir se développer les provinces, les localités. Je l'ai encore évoqué. À l'intérieur de mon propos liminaire, nous avons fait une bonne chose, la mise en place du Grand Libreville. C'est déjà un signal. C'est une première étape sur le chemin de la décentralisation. Mais je vais vous dire, ce chemin de la décentralisation, il est peut-être long, mais il est inexorable. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, encore une fois, d'un impératif d'efficacité. Pour que l'on puisse mieux régler les problèmes des Gabonais, il va falloir se rapprocher le plus possible d'eux. Nous allons élire, dans quelques semaines, de nouveaux responsables, à la fois pour les exécutifs locaux, départementaux, mais aussi, nous avons mis en place, et il faut le saluer, il n'y a pas longtemps, des nouveaux gouverneurs dans les provinces, qui ont des profils bien particuliers. Et ces gouverneurs-là auront pour principale feuille de route, en marge du fonds d'initiative départementale, ils auront aussi à mettre en œuvre cette décentralisation. Ils ont des profils bien spécifiques et ils seront en capacité de mener ces réformes parce qu'ils ont à la fois l'expérience et aussi la qualité. Maintenant, sur le FID, il faut le rappeler, c'est 48 milliards de francs CFA. 1 milliard par département. Est-ce à dire que
on ne va rien faire, on ne va pas continuer à mettre en œuvre d'autres politiques publiques sur ces territoires et on va s'en tenir à là? Non. Il ne s'agit pas de rafistolage. Il s'agit d'une mesure supplémentaire pour associer mieux et plus les populations à la détermination et à la définition de certains projets qui vont être mis en œuvre sur leur territoire. Il ne s'agit pas d'une compétition ou d'une concurrence avec les autres éléments de politique publique allant dans le sens de la décentralisation. Donc non, il ne s'agit pas de rafistolage, et vous pourrez donc, puisque vous fréquentez les rassemblements de l'opposition, vous pourrez donc les rassurer sur le fait que nous sommes bien là aussi, sur ces territoires, dans un vrai mouvement de décentralisation, et que nous serions vraiment très heureux de pouvoir leur réexpliquer, autant que faire se peut, le bien fondé du fonds d'initiative départementale et j'ai envie de dire, la régularité avec laquelle le chef de l'État s'est engagé sur la question de la décentralisation au Gabon. Bien évidemment, il y a toujours cette problématique-là de la collecte, mais surtout de l'entreposage des déchets. Et que pour faire cela va nous prendre du temps. Je pense que nous étions ici et j'avais déjà évoqué un délai d'à peu près entre 18 et 24 mois pour trouver une solution définitive. Et donc, oui, nous gérons l'urgence du quotidien, et c'est ça, la volonté du chef de l'État, c'est de trouver tout de suite des solutions. C'est ce que nous avons mis en place. Alors vous dites comme par magie, moi j'ai envie de vous dire, mieux vaut tard que jamais. Une solution a été trouvée, et donc la collecte va reprendre. La société qui s'occupe de la collecte et du ramassage a eu quelques difficultés pour se déployer sur le territoire. Aujourd'hui, les partenaires se sont assis et des solutions ont été trouvées. Donc la collecte va reprendre. Je pense que c'est un ouf de soulagement que l'on peut tous avoir, surtout avec l'arrivée des pluies, le retour de cette situation-là, qui ne pouvait que rendre plus difficile encore la situation vis-à-vis des détritus. Mais nous sommes à pied d'œuvre et par rapport à ce problème d'insalubrité, tout le monde est sur le terrain. Et vous verrez que les camions vont recommencer à tourner. On se bat pour qu'ils continuent à tourner. C'est avec plaisir que je vous ai retrouvés. C'est avec plaisir que j'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci.